bienvenue à ce Parlons Science à la bibliothèque Pierre Veilleté à Codéran. Donc ce soir, nous recevons Sébastien Boller. Bonsoir Sébastien Boller et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis tout intimidé. Nous sommes très honorés de votre venue. Donc Sébastien Boller, vous êtes docteur en neurosciences, polytechnicien, auteur, journaliste, conférencier. Et vous êtes un des grands vulgarisateurs du fonctionnement de notre cerveau, notamment à travers une revue dont vous êtes le rédacteur en chef, Cerveau et Psycho. Et puis vous avez tenu des chroniques sur le fonctionnement du cerveau dans différentes émissions, notamment Arrêt sur image, 28 minutes, Grand bien vous fasse et La Terre au carré. Alors vous avez également publié plusieurs ouvrages de vulgarisation, comme La chimie de nos émotions, ou 150 petites expériences de psychologie des médias pour mieux savoir comment on nous manipule. Et vous êtes également écrivain, puisque vous avez écrit plusieurs romans immergés dans l'univers des neurosciences, comme Neuroland ou Création. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre qui s'appelle Striatum, Comment notre cerveau peut sauver la planète. Et dans ce livre, vous poursuivez une réflexion que vous avez entamée notamment dans Le bug humain, dans Où est le sens, Human Psycho, sur les liens entre le fonctionnement de notre cerveau et la destruction de notre environnement. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir. Et pour bien comprendre ces liens, on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce que le striatum ? Le striatum, c'est le méchant dans l'histoire. C'est une partie de notre cerveau qui vous allez voir, hein, je vais vous montrer, qui est au centre du cerveau et qui tire beaucoup de ficelles, et qui joue un rôle essentiel dans certains de nos comportements, et notamment des comportements dont on s'aperçoit aujourd'hui qui sont plutôt destructeurs pour notre planète. J'en dis pas plus tout de suite. Alors, je crois que justement, vous avez des photos à nous montrer du fonctionnement du cerveau. Oui, on va partir dans ce voyage dans notre cerveau. Allons-y. Et on va commencer avec cette question, comment notre cerveau peut sauver la planète. On peut bien se demander comment on peut attendre ça de notre cerveau. Est-ce qu'on peut vraiment croire une proposition comme celle qui était inscrite sous vos yeux ? Effectivement, je serais moi-même au départ assez dubitatif, parce que si on veut dire les choses comme elles sont, notre cerveau, il est plutôt pas tout à fait câblé pour préserver notre planète. Il y a déjà, dès le départ, dans notre cerveau, ce que j'ai appelé un bug, un défaut de fabrication. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Moi, je vais vous dire très, très simplement comment se sont passées les choses pour moi. C'est effectivement depuis une vingtaine d'années, de par ma position dans les sciences et la vulgarisation, les médias, j'avais passé beaucoup de temps à expliquer que le cerveau humain est un organe absolument fabuleux, la 8e merveille de l'univers, la chose la plus complexe qui soit, 100 milliards de neurones, chacun connecté à ses voisins par 1 million de connexions. Ça fait des millions de milliards de connexions dans le cerveau qui permettent de générer des sentiments, des émotions, des projets, de la nostalgie, de l'amour, de la coopération, tout ce que vous voulez, l'esprit humain. Donc fantastique. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui je me retrouve là devant vous, honteux, en train de dire en fait non, le cerveau, c'est pas du tout un organe aussi fabuleux que ça. C'est simplement que j'ai eu une prise de conscience un jour qu'il y avait un véritable problème. Et ça s'est passé d'une façon très prosaïque dans un des moments du quotidien que nous affectionnons, qui rythment nos journées, alors que je prenais mon petit déjeuner. Il est 8h du matin, et j'allume la radio et j'entends un journaliste sur une grande station nationale qui dit « J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer ». Et là, il me parle d'un manifeste qui a été signé par 15 000 scientifiques de tous les continents pour alerter l'humanité. Nous allons perdre la course contre le réchauffement climatique. Nous ne faisons pas du tout ce qu'il faut pour respecter les objectifs des accords de Paris. Nous consommons trop, nous voyageons trop, nous mangeons trop, nous nous multiplions trop, c'est une catastrophe. Il va y avoir une augmentation des températures, il fera 50 degrés à Paris en 2060. Il y aura des élévations du niveau des mers, des migrations, des centaines de millions de migrants, des conflits territoriaux, des effondrements des rendements agricoles, des guerres partout. Alors ouais, là je comprends, il me dit très mauvaise nouvelle, je suis d'accord. Et voilà que comme chaque individu qui mène sa vie, cas un cas, je me rends au travail, j'oublie un petit peu ce que j'ai entendu le matin.
Forcément, il faut bien vivre, on oublie. Puis le lendemain, me revoilà de nouveau en train de prendre mon petit déjeuner. Hein, les routines étaient ainsi faites. Et de nouveau, 8 heures du matin, j'appuie sur mon bouton, et j'écoute la radio. Et la même voix, le même journaliste me dit à la même heure, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et là, il me dit, la communauté européenne a vendu pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats arabes unis. Et c'est là que je me dis, là, il y a un problème. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui, en principe, a été formé intellectuellement, a accès à l'information, est sensibilisé aux enjeux de la planète, et qui ne se rend pas compte qu'il navigue en pleine incohérence, et que cette incohérence est fatale. Ne pas se rendre compte à 24 heures d'intervalle, heure pour heure, minute pour minute, hein, qui va se féliciter de quelque chose qui est la cause de ce dont il se lamentait la veille, une des causes, mais une cause indéniable, là, ça pose de sacrées questions. Parce que très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste ce pauvre journaliste qui m'annonçait ces nouvelles-là qui était incriminé, c'est que moi, j'étais exactement pareil, parce que je me lamente de l'état de la planète, mais en même temps, j'ai un impact carbone de 10 tonnes par an, alors qu'il faudrait que je sois à 2 tonnes par an pour arriver à respecter les accords de Paris, que mes collègues, c'est pareil, les gens de mon entourage, c'était à peu près la même chose, tout le monde est conscient, mais on continue à consommer énormément. Et puis il y a des COP, et puis il y a tout ce qu'on veut, des grandes déclarations. Et puis année après année, les records d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont battus. Un petit coup de Covid, ça baisse, l'année d'après, ça remonte, et on y va. Et aujourd'hui, on ouvre une centrale à charbon par semaine en Chine pour faire face à la demande d'électricité, pour faire marcher les climatisations, parce qu'il fait trop chaud, forcément. Et là voilà. C'est là que je suis tombé sur ce constat très général, que nous naviguons pour la plupart d'entre nous dans une espèce d'incohérence, qu'on se masque à demi-mot en disant on verra, je ne sais pas, c'est vrai, je prends des douches plus courtes, bon, ça va résoudre le problème. Et c'est là que je me suis dit, finalement, si on est tous aussi incohérents, c'est quelque part qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi, que notre cerveau, il n'est pas si cohérent, justement. Qu'en dépit de sa puissance extrême, il a aussi un talon d'Achille qu'il faudrait identifier. Un bug. C'est là que je suis tombé sur l'idée qu'il y avait peut-être un bug. Alors, où peut se situer ce défaut de fabrication, ce défaut de branchement, hein? Alors pour ça, heureusement, on dispose aujourd'hui de grandes avancées des neurosciences qui permettent de voir comment fonctionne le cerveau. Alors ce que vous voyez là, un cerveau d'Homo sapiens, n'importe lequel d'entre vous, si on ouvrait sa boîte crânienne, on verrait ça. Et on voit un aspect familier, d'abord la partie extérieure du cerveau en jaune, qui s'appelle le cortex. Ah, très bien. Le cortex cérébral humain de Homo sapiens, extrêmement développé, tout plissé. Si on le dépliait comme une descente de lit, hein, il ferait à peu près 1 mètre carré de surface. Donc en fait, c'est tout chiffonné, c'est tout plissé pour pouvoir rentrer dans le crâne, mais ça a une grande capacité de calcul. Et c'est ça qui nous donne l'intelligence, le langage, la coopération, l'abstraction. C'est ça qui fait que l'être humain a réalisé des prodiges, qu'il a inventé des antibiotiques, fait reculer la mortalité infantile, a inventé des moteurs à explosion, peint la Joconde, construit des cathédrales, des pyramides. C'est un pouvoir quasi infini, c'est un pouvoir démiurgique, le cortex cérébral. Mais il s'est développé plutôt au cours des dernières phases de l'évolution de notre espèce. Homo sapiens, on date à peu près à 200 000 ans, et là, le cortex cérébral commence à grossir, et au cours des dernières dizaines de milliers d'années, c'est là qu'il se développe de façon très, très impressionnante. Ça peut paraître long, mais en fait, à l'échelle de l'évolution des espèces, c'est plutôt court. Par contre, il y a des parties du cerveau plus anciennes, et on les trouve plus au cœur du cerveau. Le cerveau, il est un petit peu construit par couches concentriques. Plus on va au cœur, plus on descend. C'est une sorte de voyage au centre de la Terre, qui est un voyage en arrière dans le temps, dans le passé de l'espèce, et des espèces même. Et là, on tombe sur cet organe, le striatum, que vous voyez, qui est rose là. Cette espèce de petit alien abominablement tapi au cœur de notre cerveau. Alors lui, il ne fabrique pas du tout de l'intelligence. Lui, sa fonction, c'est de produire des motivations et des désirs. Lui, il va nous pousser à agir, à réaliser un certain nombre de comportements, et il va nous inciter à le faire avec une chose très simple, avec une carotte, une motivation qui s'appelle la dopamine, qui est une molécule qui donne du plaisir. Donc à chaque fois qu'on va faire ce qu'il dit, il va nous donner du plaisir. Et donc on va avoir tendance à faire toujours ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, quels sont les comportements de base que le striatum va récompenser, on appelle ça aussi le système de récompense, avec de la dopamine, un petit shoot de dopamine, comme quand on prend de la cocaïne ou de l'héroïne, c'est pareil, bam, dopamine. Eh bien, c'est des comportements qui ont été
essentiel à la survie de notre espèce, de nos ancêtres, pendant des centaines de milliers et des millions d'années. De sorte qu'en récompensant ces comportements, le striatum a fait en sorte que nous les reproduisions sans arrêt, parce qu'ils étaient nécessaires à notre survie. C'est pourquoi ce système est extrêmement stable. Le striatum que vous voyez là, il existe aussi chez un chimpanzé, chez un gorille, un orang-outan, un macaque, un ouistiti, un chat, un chien, un rat, une musaraigne, et même chez des poissons. Et même si on remonte jusqu'à 350 millions d'années, vous avez déjà des poissons fossiles comme les lamproies qui ont déjà un striatum, qui fonctionne comme ça aussi que de la dopamine. Et donc, il est tellement efficace qu'il s'est transmis sur des périodes de temps absolument vertigineuses jusqu'à aujourd'hui, toujours grâce à sa capacité à nous inciter à faire des choses qui sont vitales. Alors, quels sont les comportements vitaux que notre striatum récompense avec de la dopamine? La première chose pour survivre, oui, manger, évidemment. Bravo, bonne réponse. Dopamine. Manger. Voilà une scène du Paléolithique, vous avez des Homo erectus qui se repaissent de la carcasse d'un éléphant, qu'ils ont chassé ensemble. Eh bien oui, il faut survivre, il faut manger. Et à ce moment-là, leur striatum leur envoie un shoot de dopamine. Mais il faut manger vite et beaucoup. Parce que, d'une part, vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver une proie comme ça avant des mois. Et donc, il faut faire des réserves. Si vous devez passer 2 semaines sans manger, vous n'avez pas intérêt à avoir dit « Oh non, moi je fais attention à ma ligne ». Là, c'est terminé pour vous, donc il faut manger beaucoup. Et puis, vous voyez, il y a des hyènes à niveau autour qui attendent qu'un moment d'inattention de votre part pour vous chasser, pour vous piquer votre butin. Donc, il faut faire vite. Et donc, le plus possible, le plus vite possible. Évidemment, vous voyez aussi, ça ne vous a pas échappé, qu'il n'y a pas de réfrigérateur sur cette image. Donc, la viande va pourrir, il faut la manger tant qu'elle est là. Donc, c'est ceux qui vont manger le plus possible, le plus rapidement possible, qui vont survivre. Et donc, leur striatum va les récompenser à chaque fois qu'ils mangent le plus possible, le plus vite possible. Il n'y a aucune raison de s'auto-limiter. Au contraire, ce serait absolument fatal. Super, merci striatum, j'ai de la dopamine, tu m'as aidé à survivre. Mais il faut encore survivre à plus long terme. Comment est-ce qu'on survit à plus long terme, qu'on fait survivre notre espèce, par exemple? Ah ouais, il faut faire des enfants. Il faut faire des copies de son ADN. C'est ça qui transmet la vie. Et comment les humains et les macaques et les rats même, et les lapins transmettent leur brin d'ADN? En copulant, en se reproduisant. D'où l'intérêt des relations sexuelles. C'est vital pour l'espèce. Et le striatum, il l'a bien compris, il va donner de la dopamine quand on a des relations sexuelles. Donc ça va encourager à avoir des relations. Et là encore, la sélection naturelle repose sur une loi très simple, c'est que pour passer à travers les mailles de la sélection, il faut faire plus de copies de votre ADN que le voisin ou que le rival. Donc là encore, celui qui va mieux transmettre ses gènes, c'est celui qui va avoir de la dopamine à chaque nouvelle relation sexuelle. Il n'y a aucune raison de se limiter. Tant qu'on peut, on y va. Avant qu'on invente des choses comme le mariage, la monogamie, la fidélité. Mais bon, au départ, c'est ça. Le moteur, c'est le plus de sexe possible. Bon. Là, ça commence à bien fonctionner. J'ai mangé, je me suis reproduit, je suis content, j'ai de la dopamine. Comment est-ce que je peux encore survivre de façon plus efficace? Eh bien, je peux le faire si j'arrive à faire ces deux choses-là en étant le chef. Si je suis le chef de mon groupe, là, toutes les données qui le montrent à la fois chez les animaux sociaux, chez les primates sociaux et chez l'être humain, chez les chasseurs-cueilleurs et y compris dans les sociétés modernes, il existe une corrélation entre le statut social d'un individu dans son groupe et son accès aux ressources alimentaires et aux partenaires sexuels. Donc c'est un avantage pour survivre à court et moyen terme que d'avoir un important statut social, que d'avoir une position hiérarchique enviable. Et c'est pour ça qu'on aime être valorisé dans un groupe, on aime avoir une promotion, on aime commander, pas toujours, il y a des variations, mais souvent on aime bien, parce que notre striatum nous récompense avec de la dopamine quand on le fait, parce que ça a toujours été un avantage pour survivre dans des groupes sociaux. Là, je commence à avoir un bon pack global survie, manger, copuler, être le chef, ça commence à plaire pas mal au striatum. Mais il y a encore moyen d'améliorer vos chances de survie, c'est si vous arrivez à faire ces trois choses-là en faisant le moins possible, en vous reposant, en vous tournant les pouces pendant que les autres partent à la chasse. C'est la belle vie. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que pour survivre dans un milieu hostile, la clé, c'est un principe biologique qui s'appelle l'homéostasie, qui consiste à maximiser ses entrées d'énergie et à minimiser ses dépenses d'énergie. Quand vous arrivez à faire ça, vous avez plus de chances de survie, et c'est déjà le cas chez les premiers êtres vivants qui ont peuplé la Terre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Et c'était il y a combien de temps?
premiers êtres vivants? Vous savez? Non, pas de réponse. 3 milliards d'années, plus de 3 milliards d'années, les premières bactéries dans les océans. Elles obéissent déjà à ce principe-là. Il y a toute une machinerie qui va maximiser l'énergie qu'elles peuvent capter dans leur environnement et minimiser les dépenses d'énergie. Et ça va se reproduire ensuite tout le long de l'arbre du vivant, jusqu'aux mammifères, jusqu'aux vertébrés, jusqu'à l'être humain, où cela se traduit par la présence de neurones que vous voyez là, des cellules nerveuses, qui vont s'allumer spécifiquement quand on arrive à minimiser ces efforts pour un profit équivalent. Ce qui fait que, par exemple, quand on a inventé la télécommande, c'était un grand succès parce qu'on n'a plus eu à se lever pour aller changer de chaîne en appuyant sur le téléviseur. Quelques petites mini-calories de gagnées, le striatum est content, il donne de la dopamine. Il se croit toujours au paléolithique. Il pense qu'il faut s'économiser même pour ça, et après ça donne plein d'autres problèmes, vous allez voir. Alors là voilà, je mange, je me reproduis, je suis le chef, je me repose. Qu'est-ce que je peux encore faire pour survivre de façon encore plus optimale? Eh bien là, on tombe sur un comportement qui est un peu moins trivial, mais si vous faites un stage de survie, vous le verrez tout de suite. C'est la capacité à détecter des informations dans l'environnement. Pour survivre en milieu naturel, ce qui est hyper important, c'est de détecter une trace de pas d'animal, une brindille cassée, l'indice de la présence de quelque chose qui peut se manger, par exemple une proie, et d'être capable de distinguer cette trace d'une proie de celle d'un prédateur. C'est une question de vie ou de mort. Et donc notre système de détection d'informations pertinentes est extrêmement développé. Notre striatum a développé une sensibilité extrême aux informations rares. La nature est un milieu où les informations sont parcimonieuses, ne sont pas faciles à trouver. Notre striatum est très bon pour les détecter. Alors, où est le problème? Moi je dis, le cerveau humain est très bien fait, le striatum c'est un véritable passeport pour la survie. Grâce à lui, tous nos ancêtres ont survécu sans jamais s'interrompre. Mais où intervient le problème? Où intervient le bug? Alors, pour ça, il faut revenir à l'image du cerveau que vous voyez là. Vous avez le striatum, certes, mais au fil de l'évolution d'Homo sapiens, s'est développé le fameux cortex cérébral, à une vitesse accrue. Il a augmenté son volume, il a augmenté sa surface, et avec lui s'est développé notre intelligence, notre pouvoir de coopération, de conceptualisation. Et ça va donner lieu à l'apparition de l'outil. Les premiers silex taillés pour créer des armes, des outils, et ensuite des armes de jet. Les armes de jet qui vont permettre de capturer du gibier à plus grande distance, donc d'optimiser l'accès aux ressources alimentaires. Mais ça ne va pas s'arrêter aussi vite, puisqu'ensuite vous allez avoir le néolithique, la sédentarisation, le moment où les êtres humains commencent à vivre dans des villages où ils font pousser des céréales, ou mettent les animaux dans des enclos grâce à leur intelligence et leur coopération. Et là, c'est un accès encore mieux maîtrisé à l'alimentation. Et plus tard, grâce à notre intelligence, qu'est-ce qu'on va inventer? La charrue, les animaux de trait, le moteur à explosion, les moissonneuses-batteuses, toujours plus d'ingéniosité grâce au cortex cérébral. Et donc toujours plus de rendement alimentaire. Notre petit striatum qui, lui, pendant des millions d'années, a été formaté pour se jeter sur toute la nourriture qu'il trouve, le plus vite possible, le plus possible, il ne sait pas dire non. Donc il va manger. Donc les humains vont se multiplier, il va y en avoir de plus en plus. L'intelligence collective. Non seulement il y a des moissonneuses baqueuses, mais des engrais chimiques. Les OGM pour faire grimper les rendements. Tout ça aboutit à une situation où l'agriculture industrielle produit à des quantités de nourriture telles que les populations, elles, continuent à engouffrer parce que le striatum n'a jamais été éduqué pour se limiter. Le résultat, c'est la société de pléthore. La société de pléthore, c'est la société où on mange beaucoup. Parce que l'industrie produit beaucoup grâce à notre intelligence technologique et le striatum mange beaucoup parce que pour lui, ça reste pareil. Tant qu'on me donne, je prends. Mais le résultat de tout ça, c'est l'obésité qui est une épidémie qui est en hausse sur tous les continents, au point qu'en 2019, l'OMS annonçait pour la première fois qu'on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'obésité que de la faim dans le monde. On est passé d'une logique de rareté, qui était celle de nos ancêtres, à une logique d'excès. Et notre cerveau, lui, a évolué pour faire face à la rareté. Nous sommes adaptés au manque. On ne s'en rend pas compte, mais on est très adaptés au manque. On l'est beaucoup moins à l'excès parce que nous n'avons jamais eu le temps de nous adapter à cette situation qui est totalement nouvelle. Le résultat de tout ça, c'est en termes de santé publique, évidemment, avec le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'impact qu'a l'afflux alimentaire sur notre santé, mais également sur notre planète, puisqu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle rend compte, là c'est une slide qui est un peu datée,
C'était 25%, aujourd'hui c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit la logique qui se dessine, c'est-à-dire que notre cerveau a été pendant longtemps notre meilleur allié. Mais d'un seul coup, il devient notre pire ennemi. Parce qu'il n'est pas configuré pour gérer cette situation nouvelle où on peut avoir de plus en plus grâce à notre intelligence. Nos désirs et notre intelligence ne sont pas en phase. L'intelligence est démesurée, mais les désirs, eux aussi, en veulent toujours plus. Le résultat, c'est cette combinaison étrange qui donne le bug humain. Alors on pourrait tenir la même logique avec le deuxième besoin que j'avais mentionné tout à l'heure, l'impulsion sexuelle par exemple. Au Paléolithique, il y a 1 million d'années, un Homo erectus qui veut se reproduire dans la savane, derrière les buissons, ça ne change pas le climat. Ils sont peut-être un groupe de quelques dizaines d'individus. Mais de nouveau, avec le temps, se développe le cortex cérébral d'Homo sapiens qui va inventer plein de choses très amusantes. Internet, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer avec Internet? Il y a des sites de rencontres, des sites pornographiques. Et là, d'un seul coup, le striatum, qui lui était en manque de sexe pendant des millions d'années, il se trouve devant ce monde, des dizaines de milliers de sites porno. Et lui, il a toujours été programmé pour qu'on dise, si tu as une possibilité, t'y vas, mon gars. Donc il clique une fois, 2 fois, 3 fois, et ça peut durer toute la journée. Les addictologues vous disent aujourd'hui, l'apparition des addictions sexuelles à grande échelle est concomitante de l'arrivée d'Internet. Parce que c'est la pléthore sexuelle pour un striatum qui, lui, continue à fonctionner comme avant. Il se dit, moi, je prends ce qui passe. Et donc le résultat, c'est l'humanité qui consomme aujourd'hui 136 milliards de vidéos pornographiques par an. C'est la pléthore de sexe, ok, et ça a un impact. Alors déjà sur les personnes qui sont concernées, avec toutes sortes de troubles, je ne vais pas vous les décrire, la cyberaddiction sexuelle par exemple, puis tout ce qui va toucher la jeunesse en ce moment, c'est en pleine explosion, et puis sur l'environnement. Ça n'a l'air de rien, mais c'est à peu près 30% des données qui circulent dans l'industrie du numérique, parce que c'est de la vidéo, souvent c'est long, souvent c'est la haute définition. Il y en a beaucoup, même si on ne les voit pas beaucoup, parce que les gens n'en parlent pas, mais il y en a énormément des sites qui font ça. Donc tout ça, ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre par la consommation d'énergie qu'il faut pour faire fonctionner les serveurs, pour produire les terminaux informatiques. C'est une industrie à part entière qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Donc là encore, on a un instinct comportemental dicté par la dopamine en des temps anciens qui a assuré la survie de l'espèce et qui aujourd'hui, à l'heure du développement technologique, se retourne. C'est comme une monnaie qui se retourne et qui creuse notre tombe. Troisième grand comportement qui va également subir ce retournement, c'est le besoin de statut social. Vous vous souvenez, avoir du statut dans un groupe, ça permet d'augmenter ses chances de survie, c'est très bien. Mais on arrive à l'ère moderne, de nouveau avec le développement du cortex humain, qui va inventer plein de choses, par exemple Internet. On vient d'en parler, mais comment faire croire à des milliards d'individus qui sont tous un peu plus importants que les autres? Mathématiquement, ce n'est pas possible, sauf sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous connecter et faire parler de vous, essayer d'avoir des likes, et avec des likes, vous avez l'impression d'avoir une petite popularité, un petit prestige dans votre communauté virtuelle, exactement comme dans un groupe d'Homo erectus, quelques dizaines d'individus, j'ai des likes, je me suis fait voir, je suis populaire, j'ai des amis. Et quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, dans ces cas-là, on fait les expériences, on met des gens dans une IRM, et puis dans certains cas, ils obtiennent des likes, et le striatum donne de la dopamine, et dans d'autres cas, ils en perdent, et là, le robinet à dopamine est coupé, c'est insupportable. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un cocaïnomane qui n'a pas sa dose. Le réflexe, c'est d'y retourner. Il faut absolument récupérer sa dopamine. Donc il faut aller sur le réseau social, il faut se connecter. Il faut poster des choses pour avoir des likes. Et si on n'y arrive pas en étant intelligent, on y arrive en provoquant du clash, en montrant des images de soi dénudées, que sais-je. Il faut créer de l'attention. Parce que là, on a du like, on a de la dopamine. Mais on n'a pas attendu Internet pour avoir des moyens d'afficher son statut social par des moyens technologiques. Ça, c'est des expériences qui ont été faites avec des voitures de sport il y a quelques années déjà, où on montre par exemple à des individus de sexe masculin, je précise, on pourrait revenir sur cette question-là, des voitures de sport. Bing! Libération de dopamine dans le striatum. Par contre, ça ne marche pas avec la petite voiture tout à droite. Non, il faut qu'il y ait une notion de prestige et de statut social qui soit véhiculée par l'objet de luxe. Et alors évidemment, ça va pouvoir être avec les baskets de marque. Vous allez dans les cours de récréation des adolescents, vous voyez, ils se regardent les baskets. Ah ouais, toi t'es bien, toi t'es nul. Dopamine, pas. Et en plus, le statut social chez les adolescents, ça c'est un truc énorme. Et en plus, alors chez eux, ils cumulent, parce qu'ils ont un striatum qui commence à maturer, très fort à cause des hormones sexuelles. Par contre, le cortex préfrontal, lui,
celui qui permet de modérer un peu les impulsions du striatum, il est encore celui d'un gamin pratiquement. Donc c'est vraiment, on veut de la dopamine, on veut de la dopamine. Donc les baskets, c'est très bien. Bon, les baskets, on sait ce qu'il en est de l'industrie du textile et de l'impact que ça représente. Et alors si on prend l'autre comportement, le comportement suivant, la loi du moindre effort. Alors la loi du moindre effort, chez nos ancêtres préhistoriques, bon, ok, le chef, il se prélasse, il a sa petite dopamine, il est tout content. Mais ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Revoyez cette image, ce cerveau, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez au travail le matin, en hiver, il pleut, une pluie bien froide, bien glacée. Et vous avez le choix entre prendre votre vélo ou vous asseoir sur les coussins moelleux de votre berline, mettre le chauffage et votre station de radio préférée. Eh ben, vos idéaux écologistes vont peut-être dire « je vais prendre le vélo », mais votre striatum, il va vous donner un shoot de dopamine si vous choisissez l'option la plus économique en termes énergétiques pour vous. Alors, il y a évidemment tous les gadgets qu'on crée pour la domotique, l'intérêt de baisser ses volets roulants à distance ou de lancer la cuisson de son poulet sans avoir à se lever de son canapé. Bon, il apporte peut-être quelques calories d'économie d'énergie qui vont activer votre striatum, mais bon, c'est surtout beaucoup d'impact environnemental de créer tous ces appareils. Les assistants vocaux, bah oui, vous n'avez même plus à pianoter sur votre ordi pour commander des sushis en livraison à domicile, c'est sûr. Alors, là je suis un petit peu méchant avec la technologie. Il ne faut pas cracher dans la soupe. On a bien été content quand même d'avoir des technologies pour soulager nos efforts, notamment les femmes à la moitié du XXe siècle, pour arrêter d'être scotchées à leur lavoir et à leur cuisinière, pour pouvoir aussi accéder au marché du travail. Donc c'est très bien l'électroménager. Mais le problème, on tombe toujours sur cette structure de notre striatum, c'est que nulle part dans notre cerveau, il y a un endroit où il y a écrit voilà la bonne limite à ne pas dépasser pour satisfaire les besoins, on va dire alléger la pénibilité du quotidien. Et au-dessus, par contre, c'est des désirs complètement superflus qui commencent à faire beaucoup trop de dégâts autour de nous et dont il faudrait se dispenser. Ça n'a jamais été pré-paramétré, ce truc. Donc, la question, c'est de réfléchir où est-ce qu'on place le curseur entre ce qui est de l'ordre du soulagement de la pénibilité et ce qui est de l'ordre plutôt de l'accroissement perpétuel de choses totalement superflues. Bon, alors évidemment, on a parfois envie de se faire un petit aller-retour à Bali en sirotant une coupe de champagne à 10 000 mètres d'altitude, c'est sûr. Voilà. Les télécommandes, oui. Alors, à ce stade-là, il y a quand même des gens qui me disent « je ne suis pas d'accord ». Il y en a qui me disent « je ne suis pas d'accord ». Parce que moi, j'aime l'effort. Moi, je fais du sport, ok ? Et ça, c'est de l'effort. Et oui, on va à la salle de sport. Et à la salle de sport, même quand on va faire des efforts, le striatum trouve souvent un moyen de mettre son petit grain de sel. Ce petit clin d'œil. Non, le sport est une véritable potentialité pour lutter contre le striatum, on y reviendra. Mais quand même. Alors notre cinquième grand besoin, vous vous souvenez, le besoin d'information. Pour survivre, je dois distinguer une trace de prédateur d'une trace de proie. Mon striatum est très sensible à l'information dans la nature. Je suis le champion pour trouver des informations. 2 millions d'années plus tard, je suis projeté dans un monde technologique façonné par les cortex cérébraux super intelligents de super homo sapiens. Et à quoi ressemble ce monde ? Eh bien, baladez-vous en ville, il est saturé d'informations. Là, les informations, il ne faut pas les chercher attentivement à travers les buissons, elles vous sautent aux yeux, elles vous sautent à la gorge. C'est des écrans lumineux qui captent votre attention. Vous essayez de travailler, vous avez des alertes email qui attirent votre attention encore, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Dans votre poche, ça vibre, vous avez des notifications qui vous disent « Attention, information très importante, regarde la nouvelle news ». Et puis on va sur le fil d'info continu. « Ah ouais, la nouvelle news ». Qu'est-ce que c'est ? Et puis il y en a une nouvelle, et puis on passe d'une information à une autre et on commence à scroller, on fait défiler. Et à chaque info, même si elle est totalement inintéressante, comme c'est quelque chose de nouveau et potentiellement important, le striatum il se dit il faut que je regarde, sinon moi c'est ma survie, on m'a dit prédateur, proie, il faut que je regarde. Donc il regarde, dopamine, et on scrolle, on peut scroller pendant des heures. À la fin, on sort de là, on se dit mais j'ai rien retenu, j'ai rien compris, je ne sais plus où je suis. Et puis surtout, j'ai plus de dopamine. Allez, je reprends. Et puis je vais mettre devant ma télé. Voilà. On va finalement passer sa vie finalement à consommer de l'information, ce qui a donné lieu à l'invention de ce terme, infobésité. L'infobésité, c'est l'équivalent pour l'information de l'alimentation pour l'obésité. Le fait qu'on vit dans un monde qui produit une pléthore d'informations et qu'on a un appétit d'information qui, lui, reste absolument incapable de se maîtriser si on n'y prend pas garde. Et le résultat, c'est qu'on n'arrive pas à métaboliser ni digérer cette information. On est dans l'infobésité. Voilà. Et soit dit en passant, on est aussi dans un monde où on est en train parfois de perdre aussi des choses essentielles comme la capacité à discuter dans les lieux publics. Donc tout ça,
quand on voit les choses sous cet angle, là, on peut commencer à réfléchir comme des personnes averties des dangers et des pièges que nous tend notre cerveau. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent, eh bien, il suffit maintenant de faire preuve de modération. Je ne vais pas suivre les instructions de mon striatum, je vais me contenter de garder mon pantalon et mon t-shirt pendant 2 ou 3 ans et de le rapiécer, ou je vais garder ce vieux téléphone pendant encore au moins 10 ans. Et là arrive Wolfram Schultz, professeur de neurosciences à l'Université de New York, qui, il y a quelques années, a décidé d'enregistrer l'activité électrique des cellules nerveuses, des neurones du striatum, et il a vu quelque chose qu'il a appelé l'habituation hédonique. Les hellénistes parmi vous auront compris que ça veut dire l'habituation du plaisir. Ce que ça veut dire, bon, c'est des tracés un petit peu savants, c'est que si on vous donne quelque chose de sympa, quelque chose de plaisant, par exemple un nouveau téléphone, vous allez avoir une décharge de dopamine au début. Et puis si on mesure l'activité du même neurone 1 mois après, il y a déjà moins de dopamine. Et puis 1 an après, il n'y en a plus du tout. Et par contre, si on vous donne la gamme supérieure, le nouveau téléphone, à ce moment-là, ça repart de nouveau. Et puis ça s'habitue, ça s'émousse. Et à chaque nouvel iPhone ou autre, bing, ça remonte. Pour relancer la production de dopamine, il faut toujours plus. Ce qu'on appelle un principe de tapis roulant hédonique aussi, c'est-à-dire qu'il faut avancer pour faire du surplace. Il faut augmenter les doses. Alors j'ai pris l'exemple du téléphone, mais si vous achetez une nouvelle voiture, vous verrez très bien au début, oh, c'est génial. Et puis 1 mois après, on regarde déjà le nouveau modèle, et puis on apprend qu'il y a une nouvelle option, suréquipé, toit ouvrant, machin, radar de recul, que sais-je encore. Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir relancer un peu de dopamine. Alors ça, c'est un principe neurochimique de croissance. Le cerveau est câblé pour vouloir toujours plus, pour donner de la dopamine à condition de recevoir toujours plus. Moi, ce qui me frappe, c'est de constater qu'on a quand même construit depuis des siècles, progressivement, un monde, une organisation économique, politique, sociale, qui repose sur le dogme de la croissance. Donc, il faut bien se dire à quel point on est dupe, en fait, de nos déterminismes neurobiologiques, que ce n'est pas une fatalité, parce qu'une fois qu'on est averti de tout ça, on peut réagir. On n'est pas enchaîné à notre striatum. Mais si on n'y prend pas garde, on va se dire, on va fonctionner comme ça. On est la première génération qui aujourd'hui peut prendre conscience du fait que ce n'est pas pour rien qu'on a créé un monde basé sur la croissance. Ça vient de très loin. Et si on regarde en fait le fait que des macaques fonctionnent de la même façon, hein, c'est des enregistrements qu'on peut faire aussi sur des macaques ou sur des rats, on voit qu'en fait les espèces animales qui ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, celles qui sont mues par un appétit de conquête en fait. Et quand on relit par exemple l'historique des grandes migrations d'Homo sapiens à partir des migrations hors d'Afrique, il y a maintenant 200 000 ans, on se rend compte que ça fait tache d'huile. C'est une espèce qui se répand, une espèce invasive. Et les trajectoires des migrations d'Homo sapiens sont jalonnées de disparition, d'extinction d'espèces anciennes déjà. C'est très bien décrit dans le livre de Yuval Harari, Sapiens, il écrit très bien ça, c'est spectaculaire. Homo sapiens est une espèce conquérante, invasive, forcément destructrice, parce que quand on veut toujours plus, on voit qu'il y a aussi des forêts qui disparaissent déjà à cette époque. Au néolithique, il y a des forêts en Grande-Bretagne qui se mettent à disparaître, parce qu'on voit toujours plus de terres arables pour nourrir tous plus d'individus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, avec ça, on peut se dire, maintenant, c'est différent, parce qu'on est la première génération aussi qui a conscience du futur à long terme. Maintenant, les jeunes, et pas que les jeunes, mais eux vont être concernés peut-être plus que leurs aînés, se disent, mais oui, mais si on continue à vivre d'après un principe de croissance matérielle, du moins, dans 30 ans, il n'y a plus de planète. Il y a la question de la chaleur, mais il y a la question des ressources, il y a la question de l'espace habitable. Donc la conscience du futur va tout changer. Et là, je dis, halte là, mon gaillard, pas du tout. Ça marcherait si notre striatum avait la notion du temps. Mais quand tu me dis, le futur va tout changer, c'est ton cortex qui me dit ça. Lui, il est intelligent, il est capable de lire des rapports du GIEC, il est capable de faire des calculs. Mais celui qui détient la dopamine et la motivation, c'est le striatum. Et lui, il ne sait pas ce que c'est que le temps. Il n'a pas d'échelle graduée temporelle. Il n'a pas de structure pour gérer le temps. Donc lui, il ne réagit
que quand on lui dit tu vas avoir quelque chose tout de suite. C'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent ou la dévaluation temporelle. C'est un principe psychologique qui a été étudié il y a maintenant quelques décennies déjà par un psychologue qui s'appelle Walter Mischel, qui avait fait des expériences amusantes. J'ai résumé cette phrase, quand le futur ne compte plus. Il a d'abord commencé dans sa famille. Il s'intéressait au comportement de ses enfants. Il a fait des tests avec ses enfants. Il a trouvé ça très concluant. Donc il a fait après des tests avec d'autres enfants, puis ensuite avec des adultes. Et il a découvert ce mécanisme-là qu'on va découvrir en vidéo. Donc là, l'expérience consiste à faire venir des petits au laboratoire. Et l'expérimentatrice leur dit, voilà, mon petit, je te donne un marshmallow. Alors tu peux le manger tout de suite, ou alors, si tu résistes pendant 10 minutes, tu en auras 2. Alors là, automatiquement, l'enfant il se dit, ouais, peut-être que je peux maîtriser mon impulsion du présent, maîtriser mon striatum. Et là, c'est le cortex préfrontal à l'avant qui essaye de bloquer le striatum. Mais le striatum lui dit, ah, ce serait tellement bon si tu le prenais maintenant. Il commence déjà à gamberger. Alors que se passe-t-il ? C'est un bras de fer intérieur qui se joue entre le cortex préfrontal et le striatum. Alors dans cette expérience, il y a à peu près 80% des enfants qui craquent. Ils ont trop envie, le striatum gagne la bataille, le cortex préfrontal s'arrête. Mais il y en a un quand même. Lui, il se donne du mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Chose promise, chose due. Donc l'expérimentatrice revient et dit, mais c'est très bien mon garçon, donc tu as réussi l'épreuve, tu as réussi à résister à ton envie d'avoir du plaisir tout de suite. Voilà le deuxième marshmallow promis. Et là, on se dit, bah, c'est peut-être lui l'avenir de l'humanité. À la fin, c'est toujours le striatum qui gagne. Alors, la préférence pour le présent, elle est étudiée chez les enfants, elle est étudiée chez des adultes, pas forcément avec des marshmallows, même si on peut aussi, mais ou avec de l'argent, par exemple. On propose des sommes d'argent tout de suite là, ou alors un peu plus, mais il faut attendre. En général, la plupart des gens préfèrent avoir tout de suite. Moi, j'appelle ça le syndrome de la côte de bœuf. J'ai constaté avec mes collègues, qui sont tous très sensibilisés aux enjeux à long terme du climat, mais qui, au moment d'aller manger à midi, se disent, allez, on se fait une bonne côte de bœuf. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, la fin du monde. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a ce striatum qui veut se faire plaisir tout de suite, le plus possible et toujours plus. Est-ce qu'on est foutu ? Alors, si j'ai écrit striatum, c'est parce qu'il y a un autre personnage là-dedans. Et ce personnage s'appelle le cortex préfrontal. C'était la partie du cerveau en jaune chez le petit garçon, et là elle est rouge. Cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau la plus développée dans l'espèce humaine. Et quand on regarde l'histoire de l'évolution de cette partie du cerveau, on se rend compte que ça n'a cessé de croître tout au long de l'évolution des primates. Et la fonction du cortex préfrontal, c'est de bloquer les striatums. Une de ses fonctions essentielles. Il y en a toute une série, mais une des fonctions cardinales, c'est de bloquer les impulsions du striatum. Pour cela, il dispose de câbles de neurones, qu'on appelle des axones, qui ont un pouvoir inhibiteur, un pouvoir bloquant, avec certaines molécules bloquantes, notamment le GABA, c'est une molécule bloquante qui va être émise au niveau de l'extrémité de ces neurones et qui va éteindre le striatum. C'est ça que fait le petit gamin. Et lui, pour ça, il doit faire fonctionner son cortex préfrontal. C'est la partie la plus grande du cerveau humain et c'est donc celle qui consomme le plus d'énergie. Donc quand vous devez faire taire votre striatum face à une tentation, c'est vraiment un effort. D'accord ? Alors pourquoi cette partie du cerveau est aussi grande chez l'être humain ? Pourquoi on a cette évolution, là encore sur des millions d'années, avec toujours plus de cortex préfrontal ? En fait, on s'aperçoit que dans les espèces de primates, ce qui fait la force d'une espèce, de plus en plus, c'est sa capacité à vivre en groupe, à coopérer. Et alors, il y a des espèces qui vivent dans des petits groupes, d'autres espèces qui vivent dans des grands groupes, et d'autres dans des groupes gigantesques. L'être humain vit dans des groupes très, très, très étendus. Et qu'est-ce qu'il faut pour vivre dans un groupe très étendu ? Il faut passer beaucoup de temps à respecter des règles. Si je suis tout seul, je peux faire ce que je veux. Et si je vis en société, je dois m'empêcher de faire beaucoup de choses. On ne les compte plus parce que c'est intégré. Vous respectez le code de la route, vous allez à la boulangerie. Si on n'avait que des striatums, il y aurait tout le monde qui se ruerait dans la boulangerie. Mais non, on attend parce que le cortex dit qu'il faut respecter. C'est une convention, c'est une règle. Quand on est en groupe, on fonctionne comme ça. Et on n'a pas de mal à le faire.
à part quelques-uns qui ont vraiment un cortex préfrontal sous-développé, en général, ça marche. Et ça, c'est ça qui a fait notre extraordinaire pouvoir, notre capacité à réussir en tant qu'espèce. C'est cette force du groupe et cette force de se dire, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon envie là. Il y a la société, il y a les autres, et j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on peut remplir sa déclaration d'impôt. S'il n'avait qu'un striatum, jamais une chose comme ça ne serait possible. Le striatum dirait, mais ça ne va pas, tu veux donner de l'argent à l'État, mais c'est quoi l'État? C'est des autres gens. Ah, tu veux donner de l'argent aux autres? Mais non, c'est pas de ça, mon petit coco. Et le cortex préfrontal est là, il dit, si, on y va. Alors, quand on retrace en fait l'évolution du cortex préfrontal, on retombe aussi sur l'évolution des sociétés et des civilisations qui se sont construites, et on le constate, sur des listes d'interdits en fait. Prenez par exemple l'étape de la loi, c'est tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et ça continue. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Mais il va se passer quelque chose au tournant de la moitié du XXe siècle, où d'un seul coup, il est interdit d'interdire. Et là, on entre dans une société où il faut au contraire libérer le striatum et ses impulsions, ses pulsions de consommation. Là, on est seul face au choix. Il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que j'ai le droit de consommer ou pas. J'y vais si j'ai l'argent pour. Cette espèce d'illusion d'autosuffisance comporte un peu plus ou moins à différents degrés chacun en nous. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des générations entières de millions d'individus qui sont nés dans cette civilisation où le cortex préfrontal, en principe, n'a pas son mot à dire. C'est la libre expression du désir qui prime, pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons consuméristes, parce que c'est ça qui assure la croissance et la consommation. Si vous recommencez à avoir des cortex préfrontaux qui disent « oh, on va y aller, on va se modérer tous ensemble, il y a une règle », que va devenir le chiffre d'affaires des grandes boîtes? Que va devenir la croissance? Certes, on aurait une planète habitable, mais à quoi ça sert? Il faut de la croissance, il faut de la productivité. Et donc, pas de cortex préfrontal. Alors, vous pensez peut-être que c'est une vue de l'esprit, une théorie que je vous sors comme ça. Non. L'expérience du marshmallow a été reproduite il y a 2 ans par une chercheuse néerlandaise à l'université d'Amsterdam qui a eu l'idée de refaire l'expérience dans 2 versions différentes. En haut, vous voyez l'expérience qui est faite sur 2 enfants séparément, dans des pièces séparées, exactement comme celle que vous avez vue. Donc là, chaque enfant, il rate, quoi. Il se dit, moi, je veux le marshmallow tout de suite. Mais après, on recommence l'expérience et on dit à l'enfant de gauche, tu sais, dans la pièce à côté, il y en a un autre qui fait le même test que toi. S'il craque, tu n'auras pas de marshmallow. Et toi, si tu craques, lui, il n'en aura pas non plus. Et là, ils réussissent. Et ils réussissent beaucoup mieux. Et avec beaucoup moins d'efforts. Ça, c'est un secret du cortex préfrontal humain. C'est qu'il a beaucoup de mal à s'activer seul dans son coin. Ce qui fait que quand on doit faire des efforts tout seul, à renoncer à plein de trucs pour préserver la planète, on ne tient pas longtemps, quoi, en général. C'est dur, on se dit, mais... Et puis, si en plus les autres ne jouent pas le jeu, à quoi ça sert, quoi? Alors que dès qu'on est plusieurs et qu'on se serre les coudes, ça change. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait une règle qui soit identique, transparente, équitable. Et que chacun soit assuré du fait que l'autre va respecter la même règle. Et c'est ça qui aujourd'hui n'est pas rempli, en fait. Ce critère n'est pas rempli parce qu'il y a toujours une suspicion. On se dit, lui, il trie pas ses déchets, ou lui, il prend X fois l'avion par an, et puis lui, regardez, au sommet de l'État, il je sais pas, des jets privés, il voyage avec toute sa délégation pour un petit sommet de l'autre bout de l'océan pour 3 fois rien, et puis ils mangent tout ce qu'ils veulent. Ces sensations de privilège, de passe-droit, rend impossible l'activation collective des cortex préfrontaux dans nos sociétés. Or, c'est le frein qui suffirait en fait à aller vers une société de la modération, pour empêcher que tous ces mécanismes incrémentaux, automatiques, pulsionnels, ne continuent à s'exercer au point de détruire notre planète. Donc l'équation n'est pas si compliquée, mais elle fait intervenir un élément social essentiel. C'est le fait de s'accorder sur des règles qui soient respectées, qui soient transparentes, qui soient équitables. C'est aujourd'hui extrêmement difficile de mettre ça sur la table, parce que ça remettrait en cause quand même le dogme de ce qu'on appelle la liberté individuelle. Aujourd'hui, dans les conversations, vous dites il faudrait que tu voyages moins, il faudrait que tu consommes un peu moins de viande. La réflexe en face, c'est de dire mais c'est ma liberté. Nous plaçons notre liberté dans la liberté de consommer sans nous apercevoir qu'en fait, c'est simplement obéir à notre striatum.
Donc c'est pas super comme liberté d'obéir à un petit truc au fond de notre cervelle qui ressemble à celui d'un macaque. Hein. Donc c'est ça aussi. Alors, maintenant, quand même, ça suppose de bloquer un peu nos instincts. Alors moi, je me souviens, il y a eu un moment où ça s'est pas mal passé. C'était, en fait, même si c'était loin de moi l'idée d'idéaliser ce qui s'est passé au moment du confinement du mois de mars 2020. Ça a été douloureux pour beaucoup de monde. Mais il y a des personnes qui ont pris ça comme une occasion de découvrir leur capacité de s'imposer des limites. Bon. Et il y a des personnes, des journalistes notamment, qui sont venus m'interroger à ce moment-là, qui m'ont dit, vous avez vu, on est capable en fait de se retenir, on est capable de changer de comportement. Ça montre qu'après, ce sera complètement différent. On va vivre dans un monde où on va maîtriser nos instincts. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me demandez ça. Je dis, vous savez, vous mettez un striatum dans une cage, il ne faut pas ouvrir la cage. Hein. Bon, évidemment, on a déconfiné, et puis c'est reparti à la hausse, on a rebattu les records d'émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, j'ai vu à ce moment-là une publicité pour une marque de voiture que je ne citerai pas, au mois de juin. Voilà, les gens sortaient là. La marque de voiture disait, pendant 2 mois, vos instincts ont été maintenus en sommeil. Il est temps de les réveiller. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont lu le bouquin, ou alors ils savent tout ça par cœur depuis des décennies de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en imaginant qu'on soit capable de faire un peu comme dans le confinement, mais avec beaucoup plus d'équité, une bien meilleure gestion et un objectif derrière? Ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre sans plaisir? Il y a des gens qui me disent, on a besoin quand même de ressentir des choses. On a besoin de dopamine. Et c'est vrai. On ne peut pas vivre sans dopamine. Il y a des gens chez qui c'est le cas, qui ont des lésions cérébrales, qui abîment ou détruisent le striatum. C'est très, très étonnant à voir. Vous ne verriez pas la différence avec nous tous. Ils sont capables de discuter pendant des heures, de résoudre des équations, de faire des calculs, de disserter. L'intellect fonctionne très bien, le cortex fonctionne très bien. Mais ils n'ont plus d'envie. Et vous pouvez leur mettre un plat délicieux sous les yeux, ils ne vont pas y toucher. Et comme ça se passe souvent à l'hôpital, le lendemain, ils n'y ont toujours pas touché. Même quand c'est de la bonne nourriture, je ne parle pas de nourriture d'hôpital, ils n'y ont toujours pas touché le lendemain. Alors si on leur met la nourriture dans la bouche, ils disent « c'est bon », mais ils ne vont pas avoir l'idée eux-mêmes de tendre la main pour prendre ce dont ils pourraient avoir envie, parce qu'ils n'ont plus d'envie. La perception sensorielle existe, l'intellect existe, mais l'envie, c'est-à-dire ce qui connecte le geste au résultat attendu, a disparu. Donc effectivement, ce serait une solution. Alors là, on enlève les striatums de tout le monde, le problème de l'humanité serait réglé en 1 semaine, on serait tous morts. Mais non, on a besoin de dopamine pour vivre, et la question devient donc comment obtenir cette dopamine d'une façon qui ne soit pas totalement délétère, destructrice pour notre planète et pour l'avenir de l'humanité. Ça suppose une nouvelle économie de la dopamine. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir à moins de frais? Eh bien, il y a d'abord le pouvoir de la conscience. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la conscience? La conscience, ce n'est pas juste un terme comme ça, ce n'est pas un terme philosophique, c'est un certain type d'activité de notre cerveau. Quand vous avez plusieurs aires corticales du cortex qui synchronisent leur activité, dans certaines circonstances, on commence à étendre notre champ de conscience. On voit par exemple chez une personne qui travaille à son bureau, dans une pièce où il y a un frigo qui ronronne. D'un seul coup, le frigo s'arrête. Et là, il se dit, tiens, il y avait un frigo. Il n'en avait pas conscience. Mais d'un seul coup, il s'en rend compte. Et là, les aires de son cerveau se synchronisent. Et c'est comme ça pour plein de choses. On a plein d'événements autour de nous dont on n'a pas conscience, qui nous passent complètement au-dessus. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de réactiver notre capacité de conscience? Reprenez par exemple notre comportement vis-à-vis de l'alimentation. Aujourd'hui, vous avez les études qui montrent que quand on mange devant sa série télé ou son téléphone, on mange entre 40 et 60% de calories en plus. Parce que notre conscience n'est pas disponible pour les saveurs. Elle est attirée par ce qu'on regarde, donc on prend moins conscience de ce qu'on mange, donc on compense par de la quantité. Mais à l'inverse, si on coupe tous les écrans, les distractions, si on prend un moment pour soi, si on ferme les yeux, si on se recentre et si on se concentre sur ce qu'on ressent, à ce moment-là, il y a beaucoup de plaisir avec beaucoup moins. Et tout ça a donné lieu à des ateliers, par exemple, pour des personnes en surpoids, en situation d'alimentation compulsive, qui sont justement, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent, qui piochent dans le sachet de chips à l'apéro, qui regardent la télé avec des copains qui mangent, et qui n'arrivent pas du tout à contrôler leur prise alimentaire. On les fait asseoir autour d'une table et on fait circuler un sachet de raisins secs d'une personne à l'autre. Et chacun prend un raisin sec. Et là, le coach leur dit,
Ce raisin sec, tu vas le regarder d'abord, tu ne vas pas tout de suite le mettre dans ta bouche. Donc tu vas prendre conscience de ce que c'est qu'un raisin sec. Un raisin sec, tiens, oui, bon. Et puis tu le regardes à la lumière frisante du coucher du soleil, c'est joli, tu vois la surface un peu pulvérulente. Ah oui, c'est joli. Après, on le met dans la bouche, on a le droit de sentir la texture du raisin sec, mais on n'a pas le droit de l'avaler. Et 3 minutes après, on a le droit de le mâchonner, mais pas de l'avaler. Et on fait jaillir du sucre, comme ça, un petit peu acidulé, un peu sucré, floral, fruité, et on met des mots dessus. Et on prend conscience de tout ce qu'il y a comme saveur dans un simple raisin sec. Et ça dure un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, les gens vous disent « mais j'ai l'impression d'avoir fait presque un repas ». Alors presque quand même, mais ça ne veut pas dire qu'on va se nourrir de 3 petits pois, mais ça veut dire que la quantité, c'est rien. Ça nous ramène à la notion de plaisir. Si on prend les origines de l'hédonisme, Épicure, carpe diem, profite de l'instant. Ça ne veut pas dire mange, fais des orgies. Non, Épicure, c'est la modération. Le plaisir, il est dans la capacité à se rendre compte de ce qu'on a, pas d'augmenter les doses sans arrêt. Donc la pleine conscience, c'est l'antidote à l'habituation hédonique. Comment est-ce qu'on atteint la pleine conscience ? Il y a des techniques, vous connaissez peut-être la méditation de pleine conscience, qui a fait l'objet de 4000 publications scientifiques en neurosciences. C'est vraiment quelque chose d'hyper balisé aujourd'hui, hyper objectivé en neurosciences. Ça provoque vraiment un changement de l'activité globale du cerveau. Et une fois qu'on a développé cette capacité, on est capable vraiment de se poser et de finalement réaliser des sortes de vases communicants entre la quantité et la qualité subjective. On peut aller vers une société de la subjectivité du plaisir sans forcément augmenter les doses, et peut-être avoir plus de plaisir avec moins, mais à condition d'avoir quoi ? Plus de temps. Parce que pour aller vers plus de conscience, il faut du temps. Il faut une discipline quotidienne, régulière, des moments où on peut décompresser, souffler un coup. Et ça, c'est incompatible avec nos modes de vie. On n'a plus le temps. Ça, c'est un fait. En sociologie, la grande accélération, il faut lire Hartmut Rosa, le sociologue de l'accélération, qui vous démontre par A plus B qu'on a toujours moins de temps. Et le problème, c'est comment on fait pour développer sa pleine conscience dans un monde où on a la pression du rendement, la pression d'aller chercher les enfants, la pression de ceci, de cela. Donc ça, là encore, on retombe sur une problématique sociologique qui est de dire comment on organise, par exemple, le travail, pour faire en sorte que la priorité ne soit pas toujours l'efficacité, mais aussi la capacité de la subjectivité, du temps long et de la pleine conscience, parce que c'est un des termes essentiels de l'équation qu'on a à résoudre. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi la possibilité d'avoir de la dopamine, donc, puisqu'on y revient, par la connaissance et la culture. Là encore, les gens disent ouais, c'est ça la culture. Mais non, ça c'est des expériences à l'Université de Californie, maintenant il y a 7 ans déjà, où on voit ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune qu'on amène dans un musée, ou dans une bibliothèque, où on ouvre une encyclopédie, où on l'amène en forêt, on lui apprend le nom des arbres. Le soir, on lui montre les étoiles, on lui apprend le nom des étoiles. Eh bien, au bout de 20 minutes, le striatum commence à relâcher de la dopamine, et là, on voit que la dopamine s'écoule dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est le point d'entrée des connaissances et de l'apprentissage et de la mémoire. C'est-à-dire que le plaisir, là, va renforcer les connexions cérébrales et faire en sorte qu'on ressort grandi en ayant appris quelque chose. Donc le plaisir a un sens. Et il est bien là. Alors pourquoi on ne le fait pas plus ? Alors, moi j'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand même, il faut 20 minutes. Alors que si vous appuyez sur le bouton play d'une vidéo YouTube, c'est une demi-seconde. Donc là, il y a une bataille très simple qui est la bataille de ces 20 minutes qu'il faut gagner. Entre le smartphone dans la poche ou le prof au tableau qui vous explique le théorème de Pythagore et ça clignote même pas et ça ne fait pas de bruit. Ah non. Alors là, le striatum, il n'est pas content. Il dit, sors ton téléphone. Je vais te le donner tout de suite, ta dopamine. Et là, le cortex préfrontal, il doit dire, non, tu ne vas pas le faire, tu vas rester concentré. Le plus simple, c'est sûr, c'est qu'il n'y ait pas de téléphone. À ce moment-là, c'est aussi une organisation sociale. Il faut se mettre d'accord, le corps enseignant, les familles, pour dire, donnons une chance au cortex préfrontal de nos enfants pour apprendre à avoir du plaisir à travers l'apprentissage et la transmission. Parce que là aussi, ce n'est pas le même type d'addiction. On peut aller vers une addiction à la connaissance, mais avec un impact carbone zéro et du lien humain. Donc c'est un véritable axe. On peut transformer la société comme ça, que ce soit absolument clair. Mais bon, ça génère moins de croissance et moins de production de biens matériels, biens de consommation, c'est sûr. Mais à un moment, il faudra se décider. Alors, il y a une troisième piste, c'est l'altruisme. L'altruisme, là encore, la connaissance, l'altruisme, la conscience. L'altruisme, là encore, on se rend compte que ce n'est pas qu'un vain mot, que ça correspond à une activation bien précise du cerveau. Là, l'expérience est on ne peut plus simple. On fait venir des gens au laboratoire. Sur une table se trouve une liasse de billets.
100 euros. Et la personne, on lui dit, ces 100 euros, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez repartir avec, mettre dans votre poche, ou bien vous pouvez décider d'en laisser une partie pour quelqu'un qui viendra après vous, un illustre inconnu dont vous ne croiserez même pas le regard, vous n'aurez même pas le plaisir de lire la gratitude dans son regard. Donc attitude égoïste ou altruiste, désintéressée. La Rochefoucauld et d'autres philosophes auraient dit, n'importe qui prend l'argent et s'en va. S'il n'y a même pas la lueur de reconnaissance dans le regard de l'autre, eh bien non. Dans ces expériences, un certain nombre d'individus choisissent de laisser de l'argent sur la table. Et dans leur cerveau, le striatum envoie une décharge de dopamine. Donc ce n'est même pas quelque chose de doloriste, de pénible, c'est un plaisir biochimique comme celui de s'acheter un smartphone ou de manger un hamburger. Je laisse des euros pour quelqu'un. Et en plus, on s'aperçoit que ce plaisir, il n'est pas vulnérable à l'habituation hédonique. C'est-à-dire que jour après jour, il ne s'émousse pas. C'est génial. Alors il y a juste un petit hic. C'est que dans cette expérience, il y avait une différence homme et femme. Vous aviez 2 tiers des femmes qui choisissaient de laisser de l'argent pour quelqu'un. Elles avaient de la dopamine en donnant. Mais vous aviez 2 tiers des hommes qui choisissaient de repartir avec tout l'argent. Et ils avaient aussi de la dopamine plutôt en gardant l'argent pour eux. Alors tout de suite, il y a eu plein de débats. Il y a ceux qui ont dit, mais évidemment, c'est codé génétiquement, c'est biologique. Forcément, une femme, il faut bien qu'elle soit programmée quelque part pour pouvoir se sacrifier entièrement pour quelqu'un d'autre. Sinon, l'espèce n'aurait pas survécu. Les enfants, l'empathie, tout ça. Il y a un peu de vrai, il ne faut pas discréditer cette théorie-là, mais elle n'expliquait pas l'intégralité de l'effet et même pas sa majorité. Par contre, une grosse partie de l'effet observé était liée à des données sociologiques. C'est-à-dire que les anthropologues sont arrivés et disent, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, dans 99% des groupes humains sur Terre, c'est des sociétés patriarcales. Et qu'est-ce qu'on fait dans une société patriarcale? Eh ben, on valorise les petites filles et les petits garçons différemment. Une petite fille qui se comporte de façon altruiste, on la félicite. Donc, pour le striatum, ça veut dire statut social. Je suis valorisé parce que je suis altruiste. Et donc, je donne de la dopamine. Par contre, les petits garçons, ils vont être valorisés plutôt quand ils... C'est pas marcher sur les pieds, les petits garçons qui partagent. Je dis, fais attention quand même, la vie ne fait pas de cadeaux. Faut se battre. Hein. Donc il va sentir que quand même, ce qui est attendu de lui pour être un mec bien, c'est plutôt de ne pas se laisser faire. Quoi. Et donc là, le striatum qui cherche du statut, va dire, ok, moi je donne de la dopamine si tu gardes l'argent. C'est quand même assez profond parce que ça nous dit que ce système-là, il n'est pas gravé dans le marbre, il est plastique. Il peut se reconfigurer en fonction de la norme sociale dominante. Et que les normes, justement, vont être absolument cruciales. Dans un monde où le critère premier de valorisation de l'individu, c'est le partage et c'est le comportement vertueux vis-à-vis de plein de choses, si c'est véritablement le critère de valorisation, notre striatum va apprendre très vite à donner de la dopamine quand on se comporte de façon vertueuse. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, malgré des évolutions dans la prise de conscience, malgré le discours, malgré l'espoir qu'on a de passer d'une société très hiérarchique à de la gestion plus horizontale, plus de coopération, chacun sait très bien dans le fond qu'il n'y aura pas de cadeau, quoi, que c'est chacun pour soi. On voudrait qu'il y ait plus de coopération, mais tout est structuré pour que ce soit l'individu qui se débrouille par lui-même et qui essaye de s'en sortir, si possible en restant un être humain à peu près potable, mais grosso modo, c'est quand même chacun pour sa pomme. Et ça, on n'imagine pas le poids que ça a sur les connexions de neurones dans cette partie profonde de notre cerveau. Et c'est ça qui est en fait possible de changer aussi. Donc c'est là un petit peu que je m'arrêterai pour engager une conversation, peut-être sur ces 3 pistes, mais il y en a d'autres, évidemment. Je voudrais terminer sur cette image qui nous montre évidemment notre belle planète et le cerveau d'un être humain qui a été cartographié avec une technique qui s'appelle l'imagerie par tenseur de diffusion, qui permet de voir justement tous les câbles de nos neurones dans notre tête. Tout récemment, il y a une patiente américaine qui a accepté de donner 1 mm3 de son cerveau, parce qu'elle avait des crises d'épilepsie, il fallait de toute façon enlever un bout du cerveau. Bon. Mais bon, il a pu être analysé, il a été découpé en 5000 tranches, observées au microscope électronique, et le résultat tient dans un pétaoctet de données, c'est-à-dire la puissance de calcul des plus grands superordinateurs aujourd'hui, dans 1 mm3 de cerveau. Il y a 1 million de millimètres cubes dans chaque cerveau humain. Je m'arrêterai là. Merci Sébastien Bollard.